Ce n'est pas la version qui a été racontée, mais la version qu'on a essayé de cacher. Du côté romain, y compris les consuls, 10 000 personnes ont réussi à percer l'encerclement. Et en ajoutant ceux qui étaient restés en garnison dans le camp auparavant, le nombre total de survivants n'atteignait que 15 000. Après cette bataille, sur les 4 légions, il n'en restait plus qu'une et demie. Du côté d'Hannibal, la plupart des morts étaient des Gaulois. Les pertes parmi les soldats qu'il avait amenés d'Espagne étaient négligeables. Seuls les éléphants furent tous tués ou s'enfuirent, à l'exception d'un seul qui resta. En raison du mauvais temps, Hannibal n'a pas poursuivi les fuyards après sa victoire, ce qui a permis au jeune Scipion, âgé de seulement 17 ans, de s'échapper une fois de plus. Après cette bataille, les tribus gauloises qui hésitaient encore se sont toutes ralliées à Hannibal. L'armée de Hannibal s'est rapidement renforcée pour atteindre 50 000 hommes. Au terme de sa première année d'expédition contre Rome, Hannibal a ainsi mis un point final parfait à cette étape. Mais pour l'ensemble de l'Italie, le cauchemar ne faisait que commencer. Hannibal était vraiment incroyable. Après avoir affronté les légions romaines, il a forcé Rome à abandonner la région nord de l'Italie, qu'elle avait consolidée pendant des années. Hannibal a aussi divisé les prisonniers romains capturés en 2 groupes. D'un côté les citoyens romains, de l'autre ceux des États alliés de Rome. Hannibal obligeait les citoyens romains à faire des travaux forcés toute la journée, les battait, les insultait, ne leur donnait même pas à manger, avant de les tuer cruellement. En revanche, il traitait les prisonniers des États alliés comme des invités de marque. Non seulement il les nourrissait et les habillait convenablement, mais il ne leur liait même pas les mains ni les pieds. Enfin, Hannibal leur dit: vous pouvez retrouver la liberté sans payer aucune rançon. Mais j'ai une seule exigence. Lorsque vous serez de retour dans votre patrie, racontez à vos compatriotes tout ce qui s'est passé ici. Dites-leur que mes seuls ennemis sont les Romains. Tant que vous quitterez l'alliance romaine pour me rejoindre, je vous garantis une vie de confort et d'abondance, ainsi que la liberté, l'indépendance et la sécurité de votre pays. En réalité, ce jeune général de 29 ans était en train de jouer une grande partie d'échecs. Il comprenait parfaitement la raison de la défaite de Carthage lors de la première guerre punique, l'alliance romaine. Tant que cette alliance existera, Rome disposera d'un flux inépuisable de soldats et de ressources. Il ne faut donc jamais espérer pouvoir vaincre Rome. C'est pour cette raison qu'Hannibal, au prix de franchir les Alpes, tenait absolument à porter le champ de bataille en Italie. Il voulait semer la discorde au sein de l'alliance romaine, afin que les États alliés trahissent Rome. Si l'alliance romaine venait à s'effondrer, il ne se retrouverait plus à affronter l'Italie et ses 750 000 soldats avec seulement 26 000 hommes. Puisqu'il avait réussi à rallier les Gaulois à sa cause, il pouvait tout aussi bien convaincre les alliés de Rome. À ce moment-là, il deviendrait la partie disposant du plus grand nombre de soldats. C'est pourquoi il décida de franchir le Rubicon et de faire la loi dans la cour des Romains, afin que tous les membres de l'alliance romaine voient à quel point il était redoutable. Les Romains, bien sûr, n'allaient pas laisser Hannibal pénétrer sur leur territoire sans réagir, et ils formèrent rapidement 4 légions pour l'intercepter. Cette fois, l'armée était commandée par les 2 nouveaux consuls fraîchement élus. Comme Rome ne punissait jamais les généraux vaincus, de nombreux consuls ayant subi une défaite avaient la possibilité d'être réélus et de laver leur honneur. Bien sûr, si Rome ne punissait pas les généraux vaincus, ce n'était pas pour leur donner une chance de se venger, mais pour maintenir l'équilibre des relations sociales. En effet, les 2 consuls élus chaque année étaient généralement issus l'un de la noblesse, l'autre du peuple. Si l'on punissait le consul vaincu, issu de l'un ou l'autre camp, cela provoquerait un profond mécontentement au sein de la faction concernée, ce qui aggraverait les tensions entre les nobles et les plébéiens. Cependant, lors de la bataille de l'épisode précédent, le consul Sempronius avait été vaincu uniquement en raison de son incompétence personnelle, et il n'eut donc plus jamais la chance d'être réélu. Dans l'épisode précédent, le consul Cornelius, qui n'avait pas pu participer à la bataille en raison de ses graves blessures, fut nommé proconsul et bénéficia des mêmes pouvoirs de commandement qu'un consul. Il mena 10 000 soldats en Espagne, car le frère de Cornelius, à la tête de 2 légions, il livrait encore de durs combats contre le 2e frère d'Hannibal. L'Espagne était d'une importance cruciale en tant que base arrière d'Hannibal. Puisque Hannibal était venu en Italie, Rome envoya donc Cor. Rome envoya alors les 2 frères Cornelius en Espagne. Lors de cette expédition, Cornelius n'emmena pas son propre fils, le grand Scipion, car les enfants de la noblesse, pour leur première bataille, devaient accompagner leur père, puis par la suite, ils devaient apprendre sous la direction d'autres personnes. Cornelius confia son fils à un commandant resté à Rome, ce qui permit au grand Scipion de continuer à observer celui qui deviendrait son adversaire des années plus tard. En 217 avant JC, la 2e année de l'expédition d'Hannibal, Rome envoya 2 consuls, à la tête de 4 légions, pour intercepter Hannibal, qui descendait vers le sud. Ne sachant pas par quelle route Hannibal descendrait vers le sud, les 2 consuls agissaient séparément, tout en convenant que, dès qu'ils auraient identifié l'itinéraire de marche d'Hannibal, ils réuniraient rapidement leurs forces. Hannibal disposait de 50 000 hommes, tandis que chacun des 2 consuls romains commandait 2 légions, soit 25 000 hommes chacun. En temps normal, une légion romaine comptait entre 4 et 5 000 soldats, auxquels s'ajoutaient des soldats alliés, pour un total inférieur à 10 000 hommes. Mais comme l'adversaire cette fois Hannibal était redoutable, et qu'un consul ne pouvait commander que 2 légions, ils n'avaient d'autre choix que d'augmenter l'effectif de chaque légion. Ainsi, les 2 légions atteignaient ensemble 25 000 hommes. Hannibal a choisi une route plus courte, mais extrêmement difficile, celle de traverser les Apennins pour foncer directement vers Florence.
car c'est ici que vivaient les Étrusques, qui occupèrent une place très importante dans l'alliance romaine, tant par leur nombre que par leur ancienneté. Si les Étrusques trahissaient Rome, c'est tout un pan de l'alliance romaine qui s'effondrerait d'un coup. Traverser les Apennins était en effet bien plus facile que de franchir les Alpes. Mais à peine Hannibal eut-il passé la montagne, qu'il se retrouva face à d'immenses marécages. Dans ces marécages, il était presque impossible de trouver un endroit pour se reposer. Les soldats ne pouvaient s'accorder qu'un court répit, adossés aux carcasses de chevaux morts ou aux chariots abandonnés. Quant à Hannibal, il voyageait juché sur le dos du dernier éléphant qui lui restait. Pour Hannibal, les difficultés de la marche n'étaient des plus grand-chose. Ce qui le tourmentait vraiment, c'était la maladie des yeux dont il souffrait. Finalement, Hannibal perdit complètement la vue d'un œil, et ce brillant tacticien devint dès lors borgne. Il fallut 4 jours à l'armée de 50 000 hommes d'Hannibal pour sortir des marécages. Ce n'est qu'une fois toute l'armée arrivée à Florence qu'ils purent enfin se reposer convenablement. Hannibal envoya immédiatement des éclaireurs et apprit que le consul Flaminius, à la tête de 2 légions, se trouvait à seulement 100 km au sud-est de sa position. Il élabora donc aussitôt un plan pour anéantir ces 2 légions romaines. Hannibal est le général borgne le plus impitoyable que j'ai jamais vu. Il lui a suffi de 3 heures pour massacrer plus de 20 000 soldats romains. Et sa cruauté était telle que même les soldats carthaginois, pourtant habitués à la violence, détournèrent les yeux. Lorsque Hannibal apprit que les légions romaines étaient à seulement 100 km à l'est, il devina que ces 2 légions n'oseraient pas l'affronter directement, alors il imagina un plan diabolique. Hannibal ne partit pas vers l'est à la recherche de l'ennemi, mais conduisit son armée vers le sud, poursuivant sa marche en pillant, incendiant et massacrant sur son passage. Les régions traversées étaient habitées uniquement par des alliés de Rome, et les nuages de fumée des incendies étaient visibles à des kilomètres à la ronde. Voyant l'arrogance de Hannibal, le consul Flaminius se lança immédiatement à sa poursuite vers le sud. Il envoya également un messager en toute hâte à l'autre consul, Servilius, qui attendait encore Hannibal à l'est afin qu'il mène rapidement ses 2 légions vers le sud pour le rejoindre. De plus, anticipant la possibilité d'un affrontement prématuré avec Hannibal, il demanda à la cavalerie de Servilius de partir en avant pour le rejoindre au plus vite. Sur le plan tactique, cette stratégie ne présentait aucun défaut, mais cette fois, l'adversaire de Rome était Hannibal, un véritable génie militaire, qui n'allait évidemment pas permettre aux 4 légions romaines de se réunir avec succès. Hannibal agit avec une rapidité fulgurante, menant le consul Flaminius lors de sa descente vers le sud. Partout où passèrent les soldats romains, il ne voyait que les scènes de carnage laissées par la brutalité d'Hannibal. Rome, puissance dominante de l'Alliance, avait le devoir de protéger ses alliés. Afin de protéger la sécurité et les intérêts des alliés, mais maintenant, en voyant impuissants leurs fidèles alliés se faire brutaliser, sans rien pouvoir faire, les soldats romains se sentent profondément coupables. Hannibal estime que son objectif est atteint. Désormais, les soldats romains ne pensent plus qu'à le poursuivre et ont relâché leur vigilance. Il est temps de les anéantir d'un seul coup. Entre Florence et Pérouse se trouve un lac appelé le lac Trasimène, qui est le plus grand lac du centre de l'Italie. Au nord du lac s'étendent des collines ondulantes, et entre ces collines et le lac se trouve une étroite plaine allongée. En traversant cette plaine, et en marchant encore un peu, on atteint Pérouse, le lieu où les 2 consuls romains avaient prévu de se rejoindre. Hannibal avait déjà envoyé des éclaireurs pour reconnaître le terrain environnant. Donc, dès son arrivée au lac Trasimène, il donna immédiatement l'ordre à toute l'armée de camper au pied des collines, tout en interdisant d'allumer des feux. Hannibal fit cacher la cavalerie à l'entrée du lac, l'infanterie lourde à la sortie, et plaça entre les deux l'infanterie légère et les soldats gaulois. Ensuite, tous attendirent silencieusement au pied de la colline. L'intention d'Hannibal était évidente. Il voulait attirer les légions romaines dans la bande étroite et allongée au bord du lac, puis bloquer les sorties à l'avant et à l'arrière, et attaquer les légions romaines depuis 3 directions. Le côté sans troupes déployées était occupé par les vastes eaux du lac. Après la tombée de la nuit, le consul Flaminius arriva aussi avec ses 2 légions au lac Trasimène. Il n'envoya pas de patrouille pour une reconnaissance minutieuse. Il constata simplement qu'il n'y avait pas une âme au bord du lac et pensa que la grande armée d'Hannibal était déjà passée. Cependant, il resta prudent, estimant qu'il était trop dangereux de marcher dans un tel endroit pendant la nuit, et ordonna donc à toute l'armée de camper non loin du rivage du lac. Le matin du 19 avril 217, avant JC, une épaisse brume s'élevait au-dessus du lac Trasimène, réduisant la visibilité autour du rivage à moins de 10 mètres. C'est dans ces conditions que les 25 000 soldats romains pénétrèrent sur les rives du lac. Ce sont les troupes d'avant-garde romaines qui remarquèrent les premières quelque chose d'anormal. Sans hésiter, elles engagèrent le combat contre l'ennemi qui les attendait à la sortie du lac. Les troupes à l'arrière remarquèrent qu'il se passait quelque chose d'anormal à l'avant. Mais avant même d'avoir le temps de comprendre la situation, l'entrée fut bloquée par la cavalerie d'Hannibal. Aussitôt après, les soldats gaulois et l'infanterie légère, cachés au pied de la montagne, lancèrent également leur attaque contre les légions romaines. Ce combat ne pouvait être qu'un massacre. À mesure que le cercle de la tuerie se resserrait, les soldats romains commencèrent à se jeter dans le lac. La cavalerie d'Hannibal lançait ses javelots sur les soldats romains dans l'eau avec plus de précision que sur ceux restés à terre. 25 000 soldats romains furent acculés au désespoir par les 50 000 hommes d'Hannibal. Dans une telle situation, le consul Flaminius n'était plus en mesure de diriger la bataille. Il combattit vaillamment en simple cavalier romain jusqu'à tomber héroïquement au champ d'honneur.
À la fin de la bataille, les cadavres s'entassaient en une montagne, au point qu'il était impossible de distinguer les officiers des soldats. Ainsi, même le corps de Flamininus ne fut jamais retrouvé. Le massacre dura 3 heures, et lorsque la poussière retomba sur les rives du lac Trasimène, le spectacle était si atroce que même les soldats carthaginois ne pouvaient le supporter. S'ils avaient connu des généraux comme Bai Qi, Ying Zheng ou Xiang Yu, friands de massacres de masse, la scène devant eux n'aurait plus rien eu d'exceptionnel. Sur 25 000 soldats romains, 17 000 furent tués. 6 000 de l'avant-garde percèrent l'encerclement, mais furent vite rattrapés par la cavalerie d'Hannibal, qui venait de finir le carnage au bord du lac, et furent tous faits prisonniers. Seules 2000 personnes réussirent à traverser le lac à la nage et à regagner Rome. Quant à Hannibal, il ne perdit que 2000 hommes, dont la plupart étaient des soldats gaulois. Les mercenaires qu'il avait amenés d'Espagne étaient pratiquement indemnes. Le Sénat romain convoqua immédiatement une assemblée citoyenne pour annoncer cette terrible nouvelle. Mais à peine 3 jours plus tard, il dut à nouveau convoquer une assemblée, car un autre consul se trouvait encore sur le champ de bataille. À la demande de Flamininus, tué dans la bataille, il envoya ses propres 4000 cavaliers à la rencontre de Flamininus en avant. Les 4000 cavaliers ignoraient ce qui s'était passé au lac Trasimène. Lorsqu'ils arrivèrent au point de rendez-vous à Pérouse, ce n'étaient pas des alliés qui les attendaient là, mais la cavalerie d'Hannibal. Au final, la moitié de ces 4000 cavaliers fut tuée, l'autre moitié capturée. À présent, Rome ne disposait plus que de 2 légions dépourvues de cavalerie, si bien qu'elle dut battre en retraite pour rejoindre les 2 légions chargées de défendre la capitale, parvenant ainsi tout juste à égaler les effectifs d'Hannibal. Et désormais, Hannibal n'était plus qu'à 3 jours de marche de la grande île de Flaminia. Il avançait le long de cette grande route, construite par les Romains eux-mêmes, et il serait bientôt en mesure d'atteindre le cœur de Rome. Les personnes sujettes à la procrastination devraient y prêter attention. En réalité, vous pouvez aussi vous qualifier de partisans de la persévérance. Car il y a de nombreuses années, dans la Rome antique, un consul nommé Fabius, lors de la deuxième guerre punique contre Hannibal, était réputé pour sa lenteur et son inaction, ce qui lui valut le surnom de partisan de la persévérance. Au début, ce surnom était une moquerie à l'égard de Fabius, le qualifiant de procrastinateur. Mais après de multiples défaites face à Hannibal, Rome a finalement compris que ne rien faire pouvait être la meilleure stratégie, et qu'être un procrastinateur n'était pas si mal. Au printemps de l'an 217 avant JC, Hannibal anéantit 2 légions romaines au bord d'un lac. Tout le monde pensait qu'Hannibal marcherait directement sur la capitale romaine. Mais il changea de direction, contourna Rome et se rendit dans le sud de l'Italie, où il pilla, tua et incendia les cités alliées de Rome. Arrivé sur la côte de l'Adriatique, Hannibal ordonna à tous ses soldats d'enlever leurs vêtements déjà en lambeaux pour revêtir ceux qu'ils avaient pris sur les soldats romains morts au combat, une pratique qui causa beaucoup de tourments aux légions romaines. Par la suite, les légions romaines durent toutes se raser la barbe, car chez les Carthaginois, les Espagnols et les Numides de l'armée d'Hannibal, il était de coutume de porter la barbe pour paraître plus viril. Hannibal ne pensait pas seulement à ses soldats, il alla même jusqu'à laver les chevaux de l'armée avec du vin. Au cours de la descente vers le sud de la grande armée d'Hannibal, il arrivait souvent que des villages entiers soient massacrés, et les ressources pillées étaient si abondantes qu'il était impossible de tout emporter. Les Romains comprirent le plan d'Hannibal. Il commettait délibérément des atrocités dans les cités alliées de Rome pour provoquer la colère des légions romaines et les inciter à attaquer, puis écraser les légions venues le défier, au point qu'elles en appellent grâce. En voyant cela, les États alliés se détourneraient un à un de Rome. Hannibal attaquerait alors la capitale romaine et deviendrait le nouveau maître de la péninsule italienne. Que Hannibal ait conçu une telle stratégie lui vaut vraiment le titre de père de la stratégie occidentale. Tout d'abord, dans plus de 70 cités coloniales de Rome en Italie, il y avait des citoyens dignes de confiance. S'il ne faisait pas d'abord se révolter les cités alliées autour de Rome, il risquait fort d'être attaqué par derrière lorsqu'il lancerait l'assaut contre la capitale romaine. Par ailleurs, Hannibal n'a cessé de provoquer la haine des légions romaines, étant très confiant dans le fait qu'il ne perdrait pas face à elles. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Du moins, sur le territoire des Romains, il n'a jamais été vaincu. Face à l'arrogance et à la domination d'Hannibal, Rome fut contrainte de nommer un dictateur. Le dictateur, en plus des 2 consuls élus chaque année et qui détiennent un pouvoir égal, est une personne choisie pour exercer une autorité supérieure à celle des consuls. Il s'agit en quelque sorte d'un roi dont le mandat ne dure que 6 mois. Plus tard, Jules César, en raison de ses exploits exceptionnels, fut nommé dictateur à vie. Rome ne créait le poste de dictateur que dans des périodes de crise exceptionnelles. La dernière fois qu'un dictateur avait été nommé, c'était lors de la première guerre punique. Personne ne s'attendait à ce que, des années plus tard, pendant la deuxième guerre punique, Rome doive à nouveau instaurer la dictature pour affronter Carthage. Cette fois, le dictateur choisi fut Fabius, 58 ans, connu pour sa stratégie de patience. Issu d'une famille noble, il avait déjà été élu 2 fois consul et s'était illustré par des exploits remarquables contre les Gaulois. Fabius, contrairement aux précédents commandants romains, donnait l'impression de mener 4 légions au combat. 4 légions poursuivaient Hannibal, mais elles gardaient toujours une certaine distance, évitant ainsi toute confrontation directe avec lui. Car tous les consuls qui avaient affronté Hannibal auparavant avaient soit été grièvement blessés, soit même tués, et ces consuls vaincus n'étaient pourtant pas des hommes ordinaires. Fabius avait une grande lucidité sur lui-même. Il ne pensait pas pouvoir vaincre Hannibal, et il estimait même qu'aucun général romain actuel n'était capable de le battre. Ainsi, pour ne pas perdre face à Hannibal, il suffisait simplement de ne pas l'affronter.
Hannibal semait la destruction de façon effrénée devant les légions romaines, mais Fabius refusait systématiquement de relever ces défis. Fabius voulait attendre qu'Hannibal s'épuise de lui-même et finir par le laisser mourir à petit feu en Italie. Cette stratégie était certes efficace, mais Hannibal n'avait que 30 ans, et ceux qui s'épuisaient le plus étaient en réalité les cités alliées de Rome. En raison de l'inaction de Fabius, non seulement les habitants des cités alliées de Rome se plaignaient, mais même les soldats romains, sous ses ordres, le traitaient d'incapable. Ils étaient frustrés de ne pas remplir les devoirs du chef de l'Alliance, si bien que tout le monde surnommait Fabius le stratège de la durée, pour se moquer de lui en le qualifiant de procrastinateur. Ce n'est que plus tard que tous réalisèrent que la méthode de Fabius était la seule qui fonctionnait. Mais à présent, les voix s'élevant contre Fabius devenaient chaque jour plus fortes, et finalement, elles éclatèrent au grand jour à l'automne de cette année-là. Car Fabius fit quelque chose qui fit perdre tout honneur aux Romains. Hannibal est le général le plus inventif que j'ai jamais vu. Alors que les autres généraux se battent frontalement, Hannibal use de toutes sortes de ruses et de stratagèmes. On se demande bien de qui il a pu apprendre une telle façon de faire la guerre. Pour faire face à Hannibal, Rome augmentait ses effectifs militaires chaque année. Hannibal a commencé à attaquer l'Italie en 218 avant JC, et Rome avait alors formé 6 légions. L'année suivante, en 217 avant JC, Rome porta ce nombre à 11 légions. Puis, en 216 avant JC, l'année de la célèbre bataille de Cannes, le nombre de légions grimpa à 13. Pourtant, Hannibal n'avait que plus de 20 000 mercenaires venus d'Espagne, et quelques Gaulois qui l'avaient rejoint par la suite. On aurait dit que, peu importe combien de légions Rome levait, cela ne suffisait jamais face à Hannibal. À l'automne de l'an 217 avant JC, Hannibal avait déjà passé plus de 6 mois à piller, incendier et saccager la péninsule italienne. Il prévoyait alors de partir, chargé d'un riche butin, passer l'hiver dans le sud chaud de l'Italie. Le dictateur romain Fabius vit enfin l'occasion tant attendue, car la route de marche d'Hannibal devait nécessairement traverser les Apennins, cette chaîne de montagnes qui s'étend comme une colonne vertébrale sur toute la longueur de la péninsule italienne. Bien sûr, Hannibal n'avait pas besoin de franchir les sommets. Il lui suffisait de suivre les vallées pour traverser les Apennins. Fabius déploya ses troupes dans plusieurs vallées par lesquelles Hannibal pourrait passer. Ainsi, même Hannibal, dont le seul nom faisait pleurer les enfants, n'aurait aucune chance de s'en sortir indemne. Mais Fabius avait tout de même sous-estimé ce jeune général. On ne sait comment, mais Hannibal avait déjà obtenu des renseignements et connaissait les mouvements des légions romaines. Arrivé devant la vallée, Hannibal annonça à tous ses soldats que l'ennemi était embusqué sur les hauteurs de chaque côté, mais qu'ils allaient tout de même passer par là cette nuit, et que même si le roi des cieux descendait, cela ne changerait rien. Ensuite, Hannibal ordonna à ses soldats de rassembler une grande quantité de branches sèches, puis il choisit 2000 bœufs de trait, utilisés pour les chariots de ravitaillement, et fit attacher les branches sèches à leurs cornes. À la tombée de la nuit, Hannibal fit allumer les branches sèches attachées aux cornes des bœufs. Puis, il fit pousser le troupeau vers la montagne opposée à celle où les soldats romains étaient embusqués. Fabius pensa que l'ennemi lançait une attaque générale, car de loin, on aurait dit d'innombrables soldats courant avec des torches, mais en réalité, ils couraient vers l'autre sommet. Fabius ne voulait pas combattre de nuit, et même si l'ennemi occupait un sommet, cela n'affecterait pas sa stratégie d'embuscade dans la vallée. Il décida donc d'attendre le lever du jour pour prendre une décision. Cette nuit-là, Hannibal mena tous ses soldats, sans perdre un seul homme, juste sous les yeux de la légion romaine. Abonnez-vous à Animistica pour ne rien manquer. Likez, partagez et rejoignez-moi tout de suite pour un nouveau voyage dans l'histoire.